Oui, Parce que quand ça me paraît, c'est grave. je suis d'accord. Si vous connaissez des personnes qui, par amitié, prennent 1 milliard d'euros, je vous remercie de me les présenter. Je mène un combat depuis 2007 pour protéger ma mère. L'affaire Bettencourt révèle que l'argent rend fou. L'argent rend fou à tout niveau. Si on vous dit l'homme le plus riche du monde, vous pensez à Elon Musk ou encore Bernard Arnault. Mais quid de la femme la plus riche? Là, vous avez normalement plus de mal à répondre. Pourtant, l'histoire entourant son pactole a donné lieu à l'un des plus grands procès de notre histoire. Voici Liliane Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal, l'un des joyaux du luxe français. Fortune estimée de son vivant, 40 milliards d'euros. De son vivant, car Liliane nous a quittés il y a 7 ans, emportant avec elle sa réussite, mais surtout ses secrets controversés. Évasion fiscale, petits cadeaux sous le manteau, financements obscurs. C'est simple, jamais une grosse fortune n'a autant défrayé la chronique. Pour le plus grand bonheur, comme vous allez le voir, de ses proches, mais aussi de nos politiques. Seulement, à être trop gourmand est arrivé ce que tout ce petit monde redoutait, se faire attraper. Alors, fraude, huilée à la perfection, ou abus de faiblesse envers une vieille dame seule. Prenez une grande inspiration car aujourd'hui vous allez plonger au cœur d'une des familles françaises les plus puissantes de ce monde. La mère, la fille, le photographe, le majordome, autant de personnages qui composent le polar Bettencourt. Mais pour commencer, un peu de contexte. Liliane Bettencourt est la fille d'Eugène Scheuller, un chimiste qui invente en 1909 un processus révolutionnaire pour teindre les cheveux. Le succès est immédiat et l'homme fonde la Société française de teinture inoffensive pour les cheveux, l'ancêtre de L'Oréal. Très vite, celui qui ne s'est lancé qu'avec 800 francs en poche atteint les sommets. Et en quelques années, sa petite société parisienne devient leader du cosmétique européen. Alors, à sa mort en 1957, Eugène lègue un empire colossal à sa fille unique. Dès lors, pour la jeune Liliane de 26 ans, la vie semble être partie pour être un long fleuve tranquille, puisqu'elle mène une carrière brillante de chef d'industrie et parraine plusieurs associations caritatives. Mais les choses vont rapidement se gâter côté privé. Son mari décède et les relations avec sa fille unique se détériorent. Je suis à la fois peinée et vexée. Elle considère que vous êtes mal entouré, elle pense qu'il y a une machination contre Elle votre s'occupe famille. d'elle-même. Ma vie, c'est ma vie. Les années passent. Liliane s'isole et s'enferme seule dans son hôtel particulier. Enfin, seule, pas tant que ça. Car quand on pèse plusieurs dizaines de milliards, on se fait facilement beaucoup d'amis. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. François-Marie Bagnier, photographe, auteur, peintre, voire un peu tout ça à la fois. Ce personnage de la nuit parisienne se rapproche discrètement de l'héritière de L'Oréal par l'intermédiaire d'Ariel Dombal, que vous avez d'ailleurs peut-être aperçu récemment pour les JO. Et à l'époque, c'est le début d'un sacré feuilleton. Très vite, le courant passe entre les deux. François-Marie, 25 ans plus jeune que Liliane, apporte un peu de couleur dans sa vie devenue morose. Et au fil des années, le dandy et la milliardaire deviennent inséparables. C'est quelqu'un qui est pour elle à la fois un ami, peut-être le fils qu'elle n'a pas eu, et éventuellement un amour platonique. Tout ça est un peu mêlé, tout ça est très curieux. Sauf que ça ne plaît pas du tout à la fille de Liliane, Françoise Bettencourt. Car depuis que l'artiste est rentré dans la vie de sa mère, elle remarque des anomalies et des choses étranges sur ses comptes en banque. Et c'est peu dire. On parle de presque 1 milliard d'euros qui auraient disparu sous forme de dons, argent liquide, chèques, tableaux de maître. Et à qui profitent ces bizarreries depuis la mort du mari de Liliane? François-Marie Bagnier, évidemment. Françoise en est sûre, ce dernier soutire de l'argent à sa mère. D'ailleurs, milliardaires ou non, les personnes âgées qui se font extorquer de l'argent, c'est plutôt fréquent. Dans la revue médicale JAMA, une étude montre que l'extorsion touche 4,7% des gens au moins une fois dans leur vie. Et sans surprise, les plus vulnérables dans ces cas-là, ce sont les personnes âgées. Alors, de là à penser qu'on guide la main de la riche héritière au moment de signer des papiers, il n'y a pas des kilomètres. Mais Françoise n'est pas la seule à avoir repéré ce drôle de jeu. Le majordome de Liliane, fidèle à la famille Bettencourt depuis toujours, sent lui aussi l'arnaque. De plus, il remarque que le personnel gênant aux yeux de l'artiste avait tendance à disparaître. J'ai entendu des conversations en parlant de sa fille, disant c'est pas une bonne fille, tes petits-enfants ils sont jamais là, personne s'occupe de toi. Alors Pascal Bonnefoy, le bien nommé, va se muer en agent secret. Il cache un micro dans le bureau où Liliane reçoit ses invités et enregistre tout ce qui se dit. Et grâce à son enquête, il espère bien prouver une chose, sa patronne, désormais très âgée, est victime d'un abus de faiblesse. Mamie Zinzin, faut rajouter un 0 sur le chèque là. Très bien, monsieur Morosi. Son enquête finie, le majordome transmet ses enregistrements à Françoise, qui, avec ses étagères de preuves, décide de porter plainte contre le photographe.
En réponse, Bagné et Liliane portent eux aussi plainte contre Françoise pour diffamation. Ça y est, la guerre mère-fille et le début de l'affaire Bagné-Bettencourt sont déclarés. Bagné profite-t-il des faiblesses de Liliane ou Françoise est-elle jalouse des nouvelles amitiés de sa mère? Mais très vite, l'artiste se dit serein car il accuse Françoise de n'avoir que de faux témoignages en sa possession. Autre fait qui le rassure, Liliane Bettencourt refuse catégoriquement l'analyse médicale souhaitée par sa fille. Une analyse visant à déterminer si oui ou non, la vieille dame de 88 ans a encore toute sa tête. Il faudrait tout de même que ma fille se rende compte que je suis une femme libre. Enfin libre, Liliane l'est-elle vraiment? Pas tant que ça, selon un domestique qui jure avoir entendu le photographe prononcer ces mots. Ta fille, avec la complicité du docteur, va te trouver une tumeur au cerveau, te déclarer incapable d'enlever tout pouvoir chez L'Oréal ainsi que tout ton argent. Alors, avec tous les soupçons qui pèsent sur lui, Bagné apparaît comme un manipulateur aux yeux des enquêteurs. Il faut dire que la riche héritière possède tellement de comptes éparpillés à droite à gauche qu'il semble facile de piocher dedans. D'ailleurs, une étude nous met en garde sur la méconnaissance globale du grand public en matière de placement. Encore trop de gens sont incapables d'expliquer précisément où leur argent est placé. En entendant ça, on est en droit d'être inquiet pour la milliardaire. Car si vous ne savez pas vraiment où se trouve votre épargne, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'est pas dans la poche d'un autre? C'est triste, mais si vous avez plus d'argent que de connaissances dans la finance, vous pouvez facilement vous faire avoir. Alors, si vous avez un gestionnaire de patrimoine, pas de souci, assurez-vous juste d'avoir une totale confiance en lui. Car ici, en l'occurrence, le gestionnaire financier de Liliane Bettencourt, c'est un certain Patrice Demestre. Et gardez bien son nom en tête car vous allez voir qu'il va fortement intéresser l'enquête par la suite. Pour en revenir à Bagné, du nouveau, il ne conteste pas les sommes perçues mais conteste tout abus. Et ultra confiant à la veille du procès, il lance « On verra qui va rire, qui sont les salauds, qui sont les gens qui profitent. » Sauf qu'être confiant, c'est bien. Être innocent, c'est mieux. Et avec l'accumulation de preuves qui portent contre lui, la justice conclut que Bagné a bel et bien manipulé l'héritière de L'Oréal. Il est condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et à devoir rendre une partie de ses dons. Enfin, certains estiment que cela reste bien peu comparé aux milliards perçus par l'artiste. Et ce qui est assez surprenant avec cette décision, c'est qu'elle semble satisfaire toutes les parties. Oui, c'est bizarre. Mais en réalité, peut-être que tout ce petit monde a envie qu'on enterre ce dossier et qu'on passe vite à autre chose. Car Liliane, Bagné, le majordome, Demestre, tous le savent. Si on creuse un peu dans les faits, on risque de déterrer bien d'autres histoires. Et si rien de compromettant ne filtre pour le moment, ce n'est que partie remise. Car contre toute attente, quelqu'un s'est procuré les fameux CD-ROM du majordome. Et ce quelqu'un comptait bien tout balancer au grand public. C'est la première fois qu'on a l'envers du monde chez les ultra-riches. 16 juin 2010, un journaliste du tout récent journal en ligne Mediapart diffuse le contenu des conversations sur Internet. Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, les impôts, la Suisse, les Seychelles. Pourquoi ces mots ressortent des écoutes avec autant de récurrence? Là, peu de place au doute. Bagné est loin d'être le seul à qui l'argent de Madame Bettencourt profite. Et dans cette shortlist peu glorieuse, un patronyme attire particulièrement l'attention. Éric Woerth, le trésorier de l'UMP et responsable des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qu'on lui reproche dans ce volet, d'avoir fourni un emploi fictif à sa femme, d'avoir fait ingérence dans plusieurs dossiers publics, d'avoir détourné de l'argent pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, et cerise sur le gâteau, on le soupçonne fortement d'avoir caché 100 millions appartenant à la milliardaire. On parle de 12 comptes secrets, en Suisse et à Singapour. Le but de tout ça, dissimuler les bénéfices du groupe L'Oréal là où ils ne seront pas taxés, ou presque. D'ailleurs, au moins 80 milliards d'euros s'évadent chaque année de la France. De quoi faire un chèque de 1200 € à chacun des 70 millions de Français. Évasion fiscale, fraude, détournement, c'est la totale pour Éric Woerth. Mais pourtant mouillé jusqu'au cou, il la joue décontractée. Écoutez, franchement, ça devient un peu n'importe quoi. C'est pour ces raisons que j'ai remis la Légion d'honneur à Monsieur Demestre. Seulement, ces nombreux allers-retours à l'hôtel Bettencourt laissent planer des doutes. D'autant qu'à chaque fois qu'il s'y rend, il passe beaucoup de temps avec Patrice Demestre, le fameux responsable des placements de la milliardaire. Alors vient-il pour le thé, ou comme certains l'affirment, pour repartir avec des enveloppes pleines de billets? Après l'affaire Bagné-Bettencourt, c'est le début d'un autre feuilleton, la relation Woerth-Bettencourt. Alors, la vieille femme serait-elle aussi manipulée, ou de mèche avec nos hommes politiques? Martin Gilens et Benjamin Page, économistes reconnus, sont formels. Dans une étude de 2014, ils déclarent « Les groupes d'intérêt de masse et les citoyens moyens n'ont que peu ou pas d'influence indépendante sur les politiques. » Traduction, les grandes décisions se prennent souvent entre les politiques et les plus fortunés. Seulement, Woerth se défend de toute liaison dangereuse avec la milliardaire. Pour lui, toutes ces visites se sont déroulées dans le cadre de la légalité, et bien sûr, il nie tout abus de faiblesse. Sauf que ce coup-ci, une expertise médicale permet enfin de prouver la fragilité psychologique de Liliane Bettencourt. Aïe. Coup dur pour le politicien?
Eh bien pas vraiment, car l'héritière de L'Oréal demande la nullité de cette conclusion. Selon elle, son entretien avec les experts médicaux ne vaut strictement rien. Elle déclare qu'il a été réalisé depuis son lit et sans ses appareils auditifs, ce qui explique son air perdu durant cette audition. Et ça arrange bien tous les accusés. Car si la vulnérabilité de la milliardaire est prouvée, alors tous ceux qui manipulent son argent risquent gros. C'est rien, c'est des petites sommes. 7500 en liquide, c'est le maximum légal. Patrice Demestre. Qui c'est celui-là? Liliane Bettencourt. C'est le mari de Madame Woerth que vous employez. Il est très sympathique, c'est notre ministre du budget, Patrice Demestre. Bizarre, non? Pourquoi Liliane Bettencourt ne reconnaît-elle pas un homme à qui elle aurait pourtant donné des milliers d'euros? Elle se rappelait pas, elle confondait les personnes, les prénoms. Il a dû profiter de ses absences, il a dû repérer tout ça. Désormais, les choses semblent claires. Liliane est en perdition et des gens manipulent son argent dans l'ombre. L'exemple le plus lunaire, l'île d'Aros. Ce petit coin de paradis est officiellement la possession de Madame Bettencourt. Enfin, il paraît. Car si la milliardaire a bien déboursé 18 millions d'euros pour l'acheter, elle aurait oublié de la déclarer au fisc. Pourtant, dans son entourage, un homme est payé pour administrer l'île. Bref, tout le monde semble surpris. Surtout le gouvernement des Seychelles qui déclare ne jamais avoir vendu cette île. Là aussi, c'est au moins étrange. On parle d'une île. On est censé se rappeler d'un tel achat même quand on est milliardaire. Surtout, les Seychelles sont bien connues par l'OCDE, qui les considère comme des paradis fiscaux. Et puis, quand on entend Patrice Demestre dire à Eric Woerth « Je suis en train de m'en occuper » et de mettre un compte à Singapour, parce qu'à Singapour, ils ne peuvent rien demander. Patrice Demestre. D'ailleurs, dans son étude The Missing Profit of Nations, Gabriel Zucman, expert en matière d'évasion, nous prévient. 40% des bénéfices des multinationales atterrissent dans un paradis fiscal. Le risque avec ces révélations à répétition, c'est que le public se dise, l'opinion publique, on ne peut rien faire. En effet, difficile de lutter contre la fraude quand acheter un simple gloss contribue à alimenter les réseaux parallèles. Mais bref, entre les comptes en Suisse, les sociétés écrans au Liechtenstein et les îles aux Seychelles, Eric Woerth et Patrice Demestre sont dans de beaux draps. Conséquence, la police récupère d'un coup beaucoup de travail avec ce dossier Bettencourt. Et la police des polices aussi, car en plus de mener l'enquête, il s'agit de comprendre pourquoi une telle affaire n'est pas sortie plus tôt. Et là encore, on entre un peu plus dans les coulisses de l'État. A-t-on tenté, au plus haut niveau, de camoufler toute cette histoire? Une perquisition mal faite, des éléments manquants, une juge elle-même perquisitionnée. La manière dont a été menée l'enquête est un fiasco. Alors, afin d'arrêter le massacre, le procureur de Versailles décide de dépayser l'affaire. Ce qui vient d'être fait a une nouvelle fois pour objectif de reporter l'échéance judiciaire, l'échéance de la vérité. Des parquets de justice qui se disputent, des services secrets sur le coup, des journalistes espionnés. C'est la panique à tous les étages. Tout le monde semble parano avec cette histoire. Et pour cause, à chaque jour son rebondissement. Comme lorsque Liliane, qui ne veut pas apparaître comme une victime dans cette histoire, porte plainte contre les journalistes de Mediapart. Pour elle, la divulgation d'enregistrements clandestins au public s'avère être une atteinte à la vie privée. Et ça pourrait tout changer. Car si les preuves servant à ouvrir une enquête sont jugées illégales, alors il n'y a plus de preuves, plus de procès, et donc plus de condamnation. En parallèle, la première fortune de France annonce dans un communiqué du 21 juin 2010 qu'elle compte collaborer avec l'État pour régulariser l'ensemble des avoirs familiaux qui seraient encore aujourd'hui à l'étranger. Le but de cette manœuvre orchestrée par ses avocats, faire taire tout le monde et régler ses soucis au plus vite. Car oui, plus le temps passe et plus on a presque l'impression qu'un non-lieu arrangerait pas mal de gens dans cette affaire, dont un certain Nicolas Sarkozy. Lors de la première audition devant le juge, Nicolas Sarkozy avait nié en bloc avoir constaté l'état de faiblesse de son interlocutrice. Des domestiques, des artistes, des ministres et maintenant des présidents. Décidément, l'affaire Bettencourt est unique en son genre. Ce coup-ci, on soupçonne Liliane d'avoir été abusée en vue de financer la campagne du chef d'État. Mais très vite, ce dernier est relaxé. En effet, en l'espace de 10 ans, les deux ne se seraient rencontrés que 3 fois. Et rien ne prouve qu'il y ait eu mouvement d'argent. Vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives à table, et repartant avec de l'argent? Mais cette affaire, dans l'affaire, connaît un nouveau rebondissement. Des années plus tard, on accuse le politique d'avoir été jugé par un ami. Petite explication. Dans les personnes chargées de rendre justice dans le dossier Sarkozy-Bettencourt se trouve un certain Gilbert Azibert. Le problème, c'est que dans les écoutes du majordome, on entend M. Sarkozy déclarer vouloir faire monter Gilbert Azibert. Alors comment être impartial lorsqu'il s'agit de juger celui qui vous a offert la promotion de votre vie? Simple coïncidence ou conflit d'intérêts majeur? Nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, poursuivi cette fois pour trafic d'influence et corruption. Et c'est seulement le 17 mai 2023 que le verdict tombe. 3 ans de prison,
dont un ferme sous surveillance électronique. Mais clamant toujours son innocence, l'ex-président promet de contre-attaquer. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Et si la cote de popularité de Sarkozy prend un coup avec cette histoire, il se chargera de la remonter aux yeux de certains. Le crédit d'impôt recherche, l'exonération des droits de succession en deçà de 100 000 € ou encore l'augmentation de la bourse étudiante, c'est lui. Enfin, s'il y en a un autre qui patine toujours, c'est bien Éric Woerth. Englué dans ses déboires et sa réforme des retraites, il est évincé du gouvernement. Cela dit, lui aussi sera relaxé, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Petit à petit, les politiques cités dans les écoutes sont laissés tranquilles, faute de preuves concluantes. Tout comme les journalistes qui ont diffusé les écoutes. Le majordome, lui aussi, est innocenté. Car si ces enregistrements sont jugés illégalement, sa volonté de protéger sa patronne sera retenue. Il faut dire que depuis le début, beaucoup ont cette impression. On a déterré une affaire qu'il ne fallait pas déterrer. Les passions vont alors se déchaîner avec des menaces de mort sur le juge Gentil et des balles envoyées au parquet de Bordeaux. Bilan de ces procès gigantesques, pas grand-chose. Finalement, seuls Bagné et Demestre sont condamnés. Également, Liliane Bettencourt est mise sous tutelle suite à ces démences mixtes. Mais globalement, c'est tout. Un rebondissement dans l'affaire Woerth puisque l'ex-comptable des Bettencourt s'est en partie rétracté devant les enquêteurs. Oui, l'éléphant a accouché d'une souris. Et c'est peut-être mieux comme ça. Sauf pour Liliane. Pourtant bien entourée au début de ce procès, elle apparaît désormais totalement isolée. Et le 21 septembre 2017, toujours brouillée avec sa fille, elle s'éteint chez elle dans son sommeil. On l'a appris il y a tout juste 2 heures, l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, est morte la nuit dernière à l'âge de 94 ans. Elle était la femme la plus riche du monde. Liliane Bettencourt n'est plus. Malgré la guerre qui les a opposés, Françoise a aujourd'hui récupéré les sociétés de sa mère. D'ailleurs, elle fait un excellent travail. Pour preuve, cette année est celle de tous les records pour L'Oréal. Après tout, une multinationale qui s'écroule après une crise liée à son image, c'est rare. Une communication de crise, une jolie pub. Une lettre d'excuse, et bien souvent tout le monde passe l'éponge. Et si nous ne voulons pas la peau de L'Oréal, car cette marque fait briller la France à l'international, nous ne sommes pas prêts pour autant d'oublier l'affaire Bettencourt. Car entre corruption, abus et détournement, cette affaire nous a montré ce que la politique sait faire de pire. On comprend alors mieux le désamour record entre le peuple et ses représentants. Tout cela rappelle à tous une triste réalité, celle des familles qui se déchirent sur des questions de gros sous. Et oui, dès qu'on parle d'héritage à venir, qu'il s'agisse de quelques milliers ou de quelques milliards, l'argent fait bien souvent tourner les têtes. Aujourd'hui, ceux qui ont connu Liliane dans la fleur de l'âge témoignent d'une femme simple, attachée au travail bien fait et à la courtoisie. Consciente de la chance qu'elle a eue d'hériter d'un tel empire, elle déclare en 1987 au magazine Égoïste « Une femme riche, non, c'est un mot laid. Fortunée, c'est mieux. Fortune, ça va avec chance. Une vieille dame seule et fortunée, des amis qui n'en sont pas, des politiques qui nagent en eau trouble, c'était l'histoire de la femme la plus riche du monde. Alors si vous n'ambitionnez pas d'être milliardaire, mais que vous êtes tout de même à la recherche de bons conseils pour faire fructifier votre épargne, likez cette vidéo et abonnez-vous.